Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se poser une question un peu essentielle quand on a une infrastructure et qu'on doit la gérer. Comment avoir une infrastructure efficace? Quels sont les choix à faire ou les choses à peser pour avoir une infra efficace? Et vous allez voir que c'est qu'une question d'équilibre finalement, et de trouver les bons points d'arrêt, ne pas aller trop loin dans certains domaines, aller suffisamment loin malgré tout. C'est assez délicat, on va essayer d'aborder ça en quelques minutes, bien sûr on pourrait passer des heures. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne, soutenir mon travail, et je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on va commencer tranquillement. Alors c'est qu'une proposition, tout ce que je vous donne là, c'est un petit peu mon idée et mon retour d'expérience au fur et à mesure du temps. Je sais qu'il y a des gens qui pourraient alimenter, et faites-le d'ailleurs en commentaire, beaucoup plus les choses. Il y a des sujets à creuser, etc. Mais comment rendre une infra efficace? Eh bien c'est un équilibre entre différentes choses, donc on va essayer d'être un petit peu exhaustif, néanmoins on va bien sûr en oublier, ça j'en suis sûr et certain, mais on va essayer de faire un petit peu le tour de la chose. Derrière, c'est quoi l'intérêt? C'est de se dire, assez souvent on voit des personnes qui sont technocentrés, on va dire, en tout cas assez centrés sur la technologie et assez logiquement, puisqu'en fait les technos évoluent très vite, il faut les suivre. Derrière, des fois on peut perdre un petit peu pied sur le bon choix de la techno, parce qu'il y en a des fois sur une même thématique plusieurs, etc. Vous avez toute la galaxie Kubernetes par exemple, etc. Et puis de l'autre côté, il y a des personnes qui sont plus mesurées, peut-être plus, comment on va dire, plus production dans l'âme, c'est-à-dire avoir déjà visé l'objectif d'une production, c'est-à-dire la stabilité, et derrière c'est un équilibre, tout ça qu'il faut trouver et qu'il faut manœuvrer au fur et à mesure du temps. Des fois dans les équipes ça peut être bien aussi d'avoir des personnes qui ont différents angles de vue par rapport à ces critères-là, certains qui vont ramener d'un côté, d'autres vers l'autre, et finalement un bon mélange avec un management plus habile dessus, peut faire en sorte je trouve en tout cas, dans ce que j'ai vécu, de donner un petit peu le meilleur des mondes, en tout cas essayer de donner le meilleur des mondes. Alors il y a un élément sur lequel on peut commencer d'emblée, c'est les besoins. Donc ça, les besoins, c'est quelque chose qui est une nécessité, qu'il faut cadrer à l'avance, ou en tout cas pas forcément à l'avance, mais en tout cas avoir en tête au fur et à mesure qu'on fait évoluer son infrastructure. On s'aperçoit qu'en fait l'infrastructure elle n'est pas là juste pour toute seule, elle n'aurait aucun intérêt. Elle a un intérêt qu'à partir du moment où il y a du business. Donc derrière le business, on va se dire il y a différentes choses à prendre en compte, par exemple le type, que ce soit du e-commerce, que ce soit du process de data, si c'est, je sais pas, des personnes qui sont des sociétés du secteur public ou du secteur privé. Donc il va y avoir plein de paramètres qui vont jouer, et derrière ça va donner une incidence sur la caractérisation du besoin et éventuellement la manière dont le besoin va être cadré. De la même manière, on va avoir la donnée au sens quel est son niveau de sensibilité par rapport au métier, aux besoins que je vais réaliser. Parfois, voilà, on va avoir des données qui vont être simplement que du raffinage, de données qui sont déjà collectées et qui sont publiques. Finalement, il y a un intérêt, il y a une sensibilité relativement moindre par rapport à des données qui sont, elles, par exemple, je sais pas, on pourrait prendre le cas des données de santé, ou en tout cas une société qui évolue dans ce domaine-là, ça peut être plus délicat. Derrière, il y a aussi le besoin, et ça c'est pas forcément dépendant de l'équipe lui-même, mais ça va être dépendant effectivement du service qu'on va attendre de cette infra, c'est le délai, les délais même, pas un seul délai, mais les délais que l'on va sur lesquels on va avoir besoin de travailler. Et oui, ça va conditionner très largement la capacité à travailler d'autres sujets de l'infrastructure, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et derrière, ça va jouer sur l'équilibre, ça va faire pencher l'équilibre d'un côté, c'est-à-dire celui d'avoir la nécessité, si on a besoin de faire vite, et du coup de raccourcir des fois certaines choses, avec le risque des fois de mal faire, donc trouver le point d'équilibre au-delà duquel il ne faut pas aller. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. De la même manière que ces délais, mais là c'est plus sur la méthodo et l'approche utilisée et extrait, on va dire, un petit peu de ses besoins, c'est le DevOps dans le sens time to market, c'est-à-dire la vitesse où on va avoir besoin de faire évoluer les choses. Donc au-delà du délai même de pousser quelque chose en production, ensuite il y a les différentes étapes pour arriver jusqu'à pousser en production, et raccourcir le time to market, c'est bien,
mais ça a des incidences derrière et il faut adapter son infra par rapport à ça. Donc quelque chose qui est assez important. Des fois, il faut faire des croix sur un temps donné, en tout cas sur des éléments de sécurité, puis les rajouter par la suite, etc. Alors justement, la sécurité, c'est un point, c'est un facteur très important au niveau de l'infra. Pourquoi très important? À la fois d'un point de vue risque. Et oui, un risque de sécurité au niveau de l'infra, s'il n'est pas suffisamment pris en compte, le risque, c'est de remettre en cause complètement la société, voire la faire fermer, voire avoir des litiges importants, ce genre de choses. Donc la sécurité pèse sur cet aspect-là, mais aussi elle pèse aussi très fortement aussi de l'autre côté, c'est-à-dire la maintenabilité d'une infra au regard de ressources. Donc ça, c'est deux points qui sont relativement, alors je vais pas dire antagonistes, mais qui pèsent l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et sur lequel il faut trouver l'équilibre, c'est-à-dire entre le facteur risque, que j'évoquais tout à l'heure, et le facteur derrière, nécessité d'alourdir certains process ou certaines procédures, certaines actions, en fonction de celui-ci. On peut penser passer par des machines d'admin, avoir un réseau d'admin, la mise en place d'un firewall, le maintien d'un firewall, à quel niveau de détail on va mettre le firewall, les règles de firewall, etc. Donc c'est plein de choses comme ça qui vont jouer. Alors si on devait citer quelques éléments à prendre en compte au niveau de la sécurité, ça va être, alors celui-ci il est souvent crucial parce qu'en fait de lui va dépendre vraiment beaucoup de choses et le risque peut être très important. Donc le réseau, on peut penser à des choses comme le système d'exploitation. On peut penser également à des choses comme un cluster cube. Je vois beaucoup de personnes qui regardent effectivement tout ce qui est policy avec des niveaux relativement poussés, c'est-à-dire tout ce qui est OPA, donc tout ce qui est la gestion en fait de règles de firewalling finalement un peu au sein de Kubernetes, plus encore d'autres aspects. Alors c'est bien, mais derrière, est-ce nécessaire en fonction d'autres aspects en fait, donc du besoin, en fonction du risque, etc. Ensuite, qu'est-ce que l'on a d'autre aussi? Au niveau sécurité, ce qui va jouer également, c'est l'aspect de déploiement. Donc on va avoir l'aspect CI/CD avec tout l'aspect DevSecOps aussi qui vient se greffer un petit peu dessus. Et ça, parfois même, ce qu'il faut, c'est aussi trouver un petit peu l'ordre des choses, c'est-à-dire que faire des scans de vulnérabilité quand on fait du DevSecOps et avoir un réseau qui est troué à côté ou des OS qui sont pas à jour ou un cluster cube qui n'est pas à jour, ça n'a pas de sens. En fait, il y a un ordre un petit peu logique des choses et on va dire certaines choses sont plus de l'ordre de la cerise sur le gâteau, quoi. Et puis il faut avoir le gâteau qui est en dessous, quoi, je dirais. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important à avoir en tête. Je vois beaucoup de gens qui, sur le DevSecOps, ils focalisent beaucoup sur le déploiement et le scan notamment d'images Docker, mais je l'ai déjà dit, mais sans système d'exploitation sécurisé, sans réseau sécurisé, faire ça n'a pas vraiment de sens, quoi. En fait, ça a peu de sens. Il y a des choses à faire dans l'ordre, me semble-t-il en tout cas. Après on peut en débattre, mais je trouve que c'est assez important. Alors l'autre caractère aussi qui est très important pour avoir une infrastructure qui reste efficace, c'est qu'il y a un autre paramètre qui est à prendre en compte, c'est l'aspect compétences. Alors sur deux volets, ou compétences ou ressources humaines, qu'on va dire, hein. Première chose, on va avoir sur la quantité, en fonction du nombre de personnes. Ça peut être un petit peu trivial de le dire, mais si on n'est pas nombreux, y a des choses qu'on va pas pouvoir faire. Je parlais d'ordre tout à l'heure pour faire les choses. Il y a des choses qu'on va faire en priorité, et puis on mettra les autres à plus tard. Et puis inversement aussi, il y a la qualité. Au-delà de la qualité, c'est de la qualité, hein, les connaissances strictement. Et là, ça va jouer beaucoup. Pourquoi? Parce que ça va être à la fois, ça va jouer aussi sur le recrutement, la facilité de recrutement ou pas, et ça va jouer également sur, bien sûr, les technologies qu'on va mettre en place,
qu'on va revoir, il y a d'autres aspects derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on ne peut pas se lancer dans un projet qui est très ambitieux si on n'a pas à côté les ressources qu'il faut. Alors je sais que c'est en plus une difficulté hein, parce que globalement, voilà, on est à périmètre un petit peu restreint dedans, on a un budget qui va avec également. Alors ça tombe bien, on va parler du budget également, mais voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. C'est souvent une contrainte qui est finalement plus externe finalement que interne, mais il faut la prendre en compte, c'est assez évident. Derrière, donc du coup, je vous parlais d'autres ressources, mais de l'ordre du budget cette fois-ci. Et là, il faut prendre en compte différents aspects avec des choses qu'on a un petit peu abordées par ailleurs, mais est-ce qu'on est en data center, est-ce qu'on est dans le cloud, est-ce qu'on fait appel à de la prestation de différents types, prestations, support également. Et donc ça, c'est des choses qui vont être prises en compte. Hop là, support, tout ce qui est support. Et ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte au regard toujours des enjeux qui vont être derrière, mais ça va jouer bien sûr sur l'efficacité de l'infrastructure en question. En tout cas, être capable de trouver la mesure qu'il faut sur cette brique-là pour faire en sorte de garder une infra efficace par rapport aux besoins qu'on va avoir, etc. Ensuite, qu'est-ce que l'on a encore à prendre en compte? On va ajouter les petites flèches rapidement. Voilà. On a encore à prendre en compte tout l'aspect automatisation. Donc ça, c'est un volet qui est très important. Il va jouer aussi énormément. De toute façon, tous ont un rôle à jouer après de manière différente. Hein. Automatisation. Il va jouer un rôle important sur l'efficacité et on va dire que ça va être une pondération avec le nombre de personnes, l'aspect compétences souvent et une partie notamment du budget également. Pourquoi? Parce que derrière, ça a un coût, l'automatisation, et peut-être que des choses simples, on pourra les faire avec des personnes qui ont des compétences différentes, moindres un petit peu, et puis par contre des choses plus poussées en matière d'automatisation, il va y avoir une nécessité de personnes avec des compétences des fois plus rares, un recrutement plus difficile, et peut-être une équipe du coup plus réduite. Donc c'est un facteur assez important. Dans ces aspects d'automatisation, il y en a différentes, hein. Il y a l'infrastructure as code. Et là, sur l'infrastructure as code, après, je dirais, dépend aussi, elle dépend du degré d'infrastructure as code que l'on veut avoir, c'est-à-dire les aspects réseau. Alors autant que l'automatisation réseau dans le cloud, c'est relativement facile parce que on va dire que les choses sont éprouvées et sont créées pour, généralement, du Terraform, ce genre de choses. Par contre, si c'est pour du réseau en data center, c'est un petit peu différent. Il va y avoir certainement un peu plus de conception et de réflexion à faire et à réaliser autour de ça. Il y a aussi l'aspect système. Et système versus applicatif, c'est-à-dire jusqu'à quel degré on va pousser l'automatisation de l'infrastructure et du déploiement des applicatifs. Donc on se retrouve avec le niveau CI/CD qui va avec. CI/CD qui va avec également. Et suivant le degré où on veut pousser les choses, donc ça va être un équilibre qui va jouer entre ce qu'on a vu précédemment, hein, ça va jouer sur la sécurité, hein, tout ce bloc-là, et en même temps également, ça va jouer sur le besoin et notamment la partie délai et time to market, c'est-à-dire DevOps, qui va être aussi très important. Hop, voilà. Ensuite, quelques autres éléments aussi. Alors l'automatisation et l'infrastructure as code, du coup, la CI/CD elle va pas là, elle va comme ceci. Voilà. Autant pour moi. Voilà. Derrière, il y a un facteur qui est souvent un petit peu moins pris en compte, on va dire, par les personnes qui ne sont pas responsables de l'infrastructure par elles-mêmes, en tout cas qui ne la tiennent pas forcément, mais par des personnes plus externes ou éventuellement quand il y a beaucoup de turnover, ça peut jouer aussi énormément. C'est l'homogénéité. Et ça, c'est un facteur considérable.
L'air de rien, c'est ce qui va faire qu'on va avoir une maintenabilité de l'infrastructure, on va avoir une capacité à bien la percevoir, c'est-à-dire quoi, pas l'apercevoir, mais la percevoir, c'est-à-dire quelqu'un qui est nouveau, par exemple, est-ce qu'il va rapidement pouvoir intégrer l'équipe et comprendre dans quel environnement il travaille, avec quelle facilité il a ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important, l'homogénéité. Derrière, donc ça va être à la fois au niveau des technos. Hop là. Donc de différentes technos généralement. Qu'est-ce qu'on peut dire également au niveau de l'homogénéité? Ensuite, ça va être aussi au niveau du matériel, du parc plus exactement. Et du parc, ça peut être aussi valable aussi bien on-premise que en data center. Je pense que les deux casquettes sont autant valables, c'est-à-dire chercher à avoir une homogénéité. Et quand je dis homogénéité, c'est au sens large, par exemple la manière dont on gère Kubernetes, l'organisation également, hein, donc avoir une organisation homogène. Alors j'entends organisation, c'est pas au sens, pas forcément au sens organisation d'une équipe, mais organisation des choses. Par exemple, je sais pas si on prend les namespaces, organisation, oui, organisation. Et par exemple, si on prend les namespaces de Kubernetes, bah, si j'ai plein de clusters cubes en DC, ailleurs, etc., bah, je vais chercher à avoir toujours les mêmes namespaces, les mêmes points de repère. Et là encore, ça va être un équilibre entre se dire, des fois, on va chercher à mettre partout les mêmes outils, même si on n'en a pas forcément besoin. Ça peut, si vous voyez, par exemple dans Kubernetes, si on se sert de Kubernetes pour monitorer un ensemble de choses, y compris des choses qui sont hors Kubernetes, bah, ce qui peut se passer, c'est que peut-être, parfois, on peut même être tenté de créer un cluster cube, tellement c'est simple de le créer avec l'automatisation qu'on a pu mettre en place, pour pouvoir monitorer des instances à côté, même si je mets rien dans le cluster cube. De manière à finalement avoir partout pareil, la même manière de monitorer les choses et de mettre en place surtout cette stack de monitoring. L'homogénéité, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez important dessus. Ensuite, l'autre aspect qui est important, donc on a parlé les technos ou les tools, il y a aussi l'aspect. L'homogénéité va avoir un rôle prépondérant également sur l'observabilité. Alors là, vous pouvez me dire, ah ouais, bon, mais pourquoi? Parce que tout simplement, le monitoring, par exemple, en tout cas les éléments d'observabilité, vont pouvoir être soit complexes, généralement c'est pas toujours simple, mais peuvent être plus ou moins complexes, suivant l'hétérogénéité du parc et des éléments qu'on va avoir à monitorer. Plus on va factoriser, plus on va chercher à avoir des éléments qui vont être répétitifs partout et relativement limités, plus l'observabilité généralement va être simplifiée. En tout cas, va tendre vers le plus simple. Mais si j'ai différents tools, par exemple si je démultiplie le nombre de message queue, de techno de message queue ou de bases de données, etc., et que derrière j'ai besoin de faire de l'observabilité dessus, si j'en ai qu'une ou si j'en ai trois types, ça va être complètement différent sur l'approche, et l'homogénéité va jouer beaucoup puisque derrière la maintenance va s'en retrouver également affectée. Donc ça c'est quelque chose d'important. Typiquement voilà, si vous prenez je sais pas du RabbitMQ qui a alors maintenant bon il a une route de métrique, si vous prenez des outils qui ont besoin par exemple d'exporteurs et que vous avez trois types d'outils qui font à peu près la même chose mais que voilà des équipes de dev vont vouloir avoir chacun, et que vous multipliez ça avec un exporteur par type d'outil, avec les évolutions de version de chacun, ça va rendre quelque chose qui s'alourdit beaucoup, alors que si j'avais qu'une seule techno, finalement ça va simplifier. Alors ça c'est toujours de la discussion derrière qui va être très 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 important. Et alors ne l'oublions pas, et ça aussi c'est quelque chose qui est très très qui est aussi important, c'est l'aspect R&D. Parce que là, on a parlé de beaucoup de choses qui peuvent avoir tendance à mettre le couvercle un petit peu sur
l'évolution aussi d'une infrastructure, c'est-à-dire de se poser et chercher des choses qui vont permettre de développer l'infrastructure et de faire de la R&D. Généralement, la R&D, c'est un point d'équilibre avec l'efficacité. Pourquoi? Parce que justement, on va chercher, donc tout de suite, on parlait du fait de factoriser et de capitaliser sur une techno. Bah, si on fait de la R&D, on va quand même chercher d'autres technos, y compris des technos sur les compétences ou les domaines, en tout cas, que l'on couvre déjà avec une techno pour se remettre en cause. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais il faut savoir le cloisonner, l'isoler et faire le choix qui va être nécessaire en pondérant les choses, c'est-à-dire en se disant ok, cette nouvelle techno là, est-ce que je vais être capable de remplacer complètement une des technos que j'ai? Si elle le remplace totalement et qu'elle m'apporte un plus, ok, c'est intéressant. Alors là, je simplifie largement le raisonnement, mais voilà, ok, c'est intéressant. Ou sinon, si elle le remplace que partiellement, c'est peut-être pas intéressant, ou c'est peut-être intéressant parce que elle le remplace partiellement, mais elle apporte d'autres choses supplémentaires, ou voire même peut-être parce qu'elle est tellement simple qu'elle va me permettre de simplifier une partie de mon infra en termes de process, etc. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut peser. Et tout ce qu'on vient de voir là, alors certainement vous n'hésitez pas en commentaire à compléter, mais tout ce qu'on vient de voir là, c'est ce qui va rendre ce que j'appelle une infra efficace, productive en même temps, c'est-à-dire finalement parfois on va se retrouver avec très peu de personnes pour faire beaucoup, et parce que finalement cet équilibre là est relativement respecté. Si jamais on veut pousser trop loin les choses dans certains domaines alors qu'il n'y a pas forcément une nécessité, eh bien on va commencer à déséquilibrer les choses, et derrière forcément ça va peser sur d'autres aspects pour retrouver l'équilibre. C'est une sorte d'écosystème finalement, ni plus ni moins, et qui tend toujours vers un point d'équilibre. C'est-à-dire que si je pousse beaucoup de techno, le point d'équilibre, pour pouvoir rééquilibrer les choses, il va falloir plus de personnes, plus de compétences peut-être, du budget, et puis ça va s'équilibrer de par lui-même, avec les difficultés qu'il peut y avoir, parce que voilà, ces ressources elles sont finies, hein, elles sont pas illimitées. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu un petit peu, hein, c'était un petit peu ce que j'avais en tête et que je voulais vous partager au regard un petit peu des différentes années que j'ai pu passer dans le domaine, même si voilà, c'est pas non plus par rapport à des personnes où ça fait 20-30 ans qui travaillent dans le domaine et qui peuvent pousser encore plus loin les choses, mais voilà, je me dis ça peut être intéressant, notamment aussi pour les gens qui débutent, pour essayer de comprendre, quand on arrive dans une équipe, on se retrouve au sein de ceci, et c'est ça qu'il faut comprendre même avant d'arriver dans l'équipe, c'est ce genre de choses qu'il faut commencer un petit peu à débroussailler déjà dès les entretiens d'embauche, et également par la suite, c'est-à-dire essayer de comprendre le rôle de chacun dans une équipe à travers pour œuvrer dans ce domaine-là, et trouver sa place, son point d'équilibre, pour ne pas pousser des choses trop loin, et puis peut-être se voir refuser le fait de pousser certaines technologies, etc. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Si vous voulez soutenir mon travail, cliquez sur rejoindre. Ça vous permettra également de découvrir les vidéos qui sont réservées aux membres. Et merci à tous les membres de la chaîne également pour votre soutien. Ciao à tous et à très bientôt.